Elle a dit, son amant la comprenait mieux que moi. En silence, j'ai fait opposition sur les cartes bancaires et je les ai rayées de ma vie, comme de mon domicile. Son sourire s'est éteint quand le VTC est arrivé pour l'emmener en banlieue, avec un aller simple. Désormais, ce sera à son amant de trouver comment payer les factures. Je m'appelle Adrien Valmont. J'ai eu 41 ans en mars. Je suis contrôleur de gestion dans une industrie métallurgique de taille moyenne dans la région lyonnaise. Je travaille là depuis 9 ans. Je suis entré comme analyste junior et j'ai gravi les échelons un par un jusqu'à mon poste actuel. Ma mission est de m'assurer que l'argent qui rentre correspond à l'argent qui sort. Que personne ne vole, ne détourne, ne surfacture ou ne maquille les rapports financiers. Je réponds directement au directeur financier et, en dernier ressort, au conseil d'administration. J'ai la capacité de voir des modèles là où d'autres ne voient qu'une masse confuse de données dans des tableaux Excel interminables. Ma spécialité est de trouver des fuites, de l'argent qui disparaît sans explication logique, des contrats surfacturés de 5 ou 10%. Des employés qui volent petit à petit. 10 € par-ci, 20 par-là, 50 là-bas, pensant que personne ne remarquera car ce sont de petites sommes. Et quoi d'autre? C'est mon don. Mon cerveau fonctionne ainsi. Il voit des incohérences là où d'autres voient la normalité, jusque dans mon propre lit, avec mon propre argent, lors de ces barbecues du dimanche où l'on boit de la bière blonde bien fraîche, avec de la musique d'ambiance sur l'enceinte Bluetooth, des enfants courant dans le jardin. C'était ce climat de socialisation forcée, où la moitié des gens sont là par obligation sociale mais feignent de s'amuser. Cécile travaillait aux ressources humaines d'une entreprise partenaire, un fournisseur de pièces détachées qui faisait régulièrement affaire avec notre industrie. Elle était venue à un barbecue d'entreprise en accompagnant une amie, Elodie, qui sortait avec un gars de la production nommé Théo. Elle portait une robe fleurie simple, une de ces robes d'été légères, imprimées de motifs discrets dans des tons de bleu. Des sandales plates en cuir, de petites boucles d'oreilles en argent, des ongles vernis couleur chair, rien d'ostentatoire, rien de trop voyant. Elle regardait dans les yeux quand elle parlait. Une fois, elle est apparue à l'entreprise sans prévenir, par surprise, juste pour vérifier si je déjeunais seul ou avec une collègue. J'étais en paix avec ma solitude, mais j'admets que je ressentais un manque de compagnie, le besoin d'avoir quelqu'un à qui parler en fin de journée, de me réveiller aux côtés d'une autre personne. Elle a raconté qu'elle venait de Saint-Étienne, à environ 1 heure de Lyon. Elle était partie chercher du travail il y a environ 3 ans, quand l'usine où elle travaillait avait fermé. Elle vivait dans un appartement loué près de la Pardieu, qu'elle partageait en colocation avec une collègue nommée Maëlle. Elle écoutait de la variété française et de la pop actuelle. Elle n'aimait pas les musiques trop agressives. Elle soutenait l'Olympique lyonnais, mais sans fanatisme. Elle dormait chez moi les week-ends. J'ai rencontré sa mère à Saint-Étienne, Madame Mireille Valmont, une veuve d'une 60aine d'années qui vivait seule dans une petite maison modeste. Elle a rencontré mes parents ici, en banlieue lyonnaise, lors d'un déjeuner dominical. Elle disait qu'elle préférait les choses simples, que le mariage concernait l'amour et non l'ostentation, qu'elle n'avait pas besoin de robes de créateur, de décorations de magazines, de listes de mariage aux Galeries Lafayette, que l'important était d'être ensemble et que le reste était superflu. Ma première erreur d'analyse. J'ai payé comptant, avec l'argent économisé durant des années de travail et de placement conservateur sur des livrets d'épargne, les décorations de Noël qu'elle tenait à installer en décembre, même si nous n'étions que 2. Un gratin dauphinois crémeux, un rôti cuit à la perfection comme je l'aimais, une salade composée fraîche. J'arrivais du travail vers 19h ou 20h et la table était mise, l'appartement sentait la cuisine maison. Elle me recevait avec un baiser et demandait comment s'était passée ma journée. Des week-ends à Annecy pour voir le lac. Des promenades simples, sans luxe exagéré, mais pleines d'affection et de présence. Un garçon et une fille. J'avais même déjà pensé aux prénoms Lucas et Clara. J'étais d'accord, je disais que je le voulais aussi, qu'on pourrait commencer à essayer l'année suivante une fois qu'elle serait plus stable dans son emploi. Mais peu à peu, de façon si graduelle que je le remarquais à peine, les choses ont commencé à changer. Elle disait que les collègues étaient des commères et jalouses, que l'environnement était toxique et la consumait de l'intérieur, qu'elle devait se reposer, récupérer du stress accumulé. Nos charges fixes ne dépassaient pas 1 500 €. Charges de copropriété à 150, électricité à 80, eau à 40, courses alimentaires à 6 cents, internet et abonnement streaming à 80, mutuelle à 50, carburant à 150. Il restait une bonne partie de ce que je gagnais.
D'abord, ce fut 2 mois. Elle a dit qu'elle cherchait de nouveaux domaines, des possibilités différentes. Elle a acheté des formations en ligne de coaching et de développement personnel, puis une de marketing digital, puis une de gestion des ressources humaines, finançant le tout avec mon compte. Elle regardait les cours sur le canapé du salon, en pyjama, en buvant du café avec l'ordinateur portable sur les genoux. Elle disait que le marché était difficile après la pandémie, que les entreprises étaient trop exigeantes, que le salaire qu'elles offraient était une blague, bien inférieur à ce qu'elle méritait, que cela ne valait pas la peine d'accepter n'importe quoi. Elle a arrêté de suivre les cours en ligne qu'elle ne finissait jamais. Elle a arrêté de faire semblant d'essayer, discutant sur WhatsApp avec ses amis de sujets que je ne connaissais jamais. Elle sortait après le déjeuner pour prendre un café en ville ou faire les boutiques et revenait 5 ou 6 heures plus tard avec des sacs de grandes enseignes au bras. La cuisine était telle qu'elle l'avait laissée après le déjeuner. Vaisselle dans l'évier, casserole sur la plaque à induction avec des restes, miettes sur la table. J'ai commencé à me sentir floué, un homme de 40 ans qui travaillait dur, souvent plus de 10 heures par jour, pour entretenir seule une femme en bonne santé, jeune, capable, qui ne faisait absolument rien de la journée à part rester sur son téléphone et dépenser de l'argent. Je me disais qu'elle devait traverser une passe difficile, peut-être une déprime qu'elle ne voulait pas admettre, une fatigue psychologique liée à son ancien travail. J'ai essayé de parler plusieurs fois de contribution financière, de partenariat, de partage des responsabilités. Elle détournait le sujet, se mettait sur la défensive, pleurait, disait que j'étais trop exigeant, que je ne pensais qu'à l'argent et aux obligations, que le mariage n'était pas une entreprise du CAC 40, qu'elle n'était pas mon employé. J'ai besoin de soutien, pas de reproches. Elle voulait se sentir une vraie partenaire, une maîtresse de maison, pas une dépendante qui doit tendre la main pour chaque euro. Elle dépensait beaucoup. Elle dépensait sans réfléchir. Elle dépensait comme si l'argent tombait du ciel. La carte bancaire supplémentaire rattachée à mon compte que je lui avais confié atteignait son plafond chaque mois, sans exception. J'ai besoin de nouveaux vêtements, Adrien. Je ne vais pas ressembler à rien devant mes amis. Les autres femmes de mon entourage sont toujours apprêtées, toujours bien habillées. Je suis marié à un cadre, je dois maintenir le standing. J'ai accepté la situation une fois de plus. Pourquoi? Parce que je fuyais le conflit. Probablement, ou peut-être plus sûrement, parce que j'avais peur. Peur d'admettre que mon mariage était un échec. Peur de me retrouver à nouveau seul. Peur du regard de la famille et des amis. Peur de devoir recommencer à zéro à la quarantaine. Pourquoi tu veux savoir, Adrien? Tu vas appeler le magasin pour vérifier? Tu vas demander la facture? Tu es mon mari, pas mon père. Je ne suis pas une enfant. Je n'ai pas besoin de rendre des comptes sur chacun de mes pas. Justement le contraire de ce que je voulais. J'étais sorti d'une relation précédente à cause d'une compagne trop possessive. Je valorisais la liberté, l'espace, la confiance, mais maintenant, soudainement, j'étais le méchant jaloux de l'histoire. Une nuit, quand elle est entrée dans la chambre pour se changer après être rentrée presque à minuit, j'ai fait une remarque. Pourquoi tous les chauffeurs VTC utilisent-ils un parfum boisé de marque qui s'imprègne sur les vêtements des passagères et reste pendant des heures? Cela commençait à prendre sens. Déverrouillé, sans code, sans paranoïa. Auparavant, je pouvais prendre son téléphone pour voir l'heure, pour regarder une photo, pour n'importe quoi. Cela n'avait jamais été un problème. Désormais, si je m'approchais pendant qu'elle tapait quelque chose, elle verrouillait l'écran immédiatement, rangeait l'appareil dans sa poche ou son sac et changeait de sujet. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Une épouse cachant son téléphone à son mari avec toute cette agressivité. Normal, non. Comme je suis un homme qui analyse des données pour vivre, je sais reconnaître quand les chiffres ne collent pas, quand il y a une anomalie, quand les pièces ne s'emboîtent pas, et les comptes de ma vie domestique ne s'équilibraient plus du tout. Je ne voulais pas devenir le cliché pathétique du mari jaloux qui fouille le téléphone de sa femme en cachette, qui engage un détective privé, qui installe des applications espionnes ou met un tracker dans la voiture. Jeudi dernier, le 23 janvier, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Je n'ai pas prévenu Cécile que j'arrivais. J'ai pensé faire une surprise, rentrer à la maison, préparer un dîner spécial moi-même, chose que je n'avais pas faite depuis des mois. Ouvrir une bonne bouteille de vin de Bourgogne, essayer de reconnecter, essayer, pour la 1000e fois, de sauver ce mariage que je n'avais pas encore le courage d'admettre comme étant terminé. Je me suis garé au sous-sol de la résidence,
Je suis monté par l'ascenseur jusqu'au 4e étage. J'ai ouvert la porte avec ma clé. Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai commencé à sortir les ingrédients. J'allais faire des pâtes fraîches avec une sauce maison, comme elle disait aimer, ou du moins disait aimer à l'époque où elle feignait encore de se soucier de ce que je faisais. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge qui était gardée en cave pour une occasion spéciale. Elle avait dû partir précipitamment. Elle avait oublié de verrouiller l'écran avant de le ranger, ou plus probablement l'avait laissé à la maison par mégarde, parce qu'elle allait quelque part où elle ne voulait pas être tracée et pensait que je n'arriverais que le soir, comme toujours. Elle a baissé sa garde le mauvais jour. Je savais que cela pouvait me transformer en méchant de l'histoire, en mari invasif, contrôlant, qui a violé la vie privée de sa pauvre épouse. Seul le bruit lointain de la circulation lyonnaise en bas se faisait entendre. J'ai ouvert la conversation et le monde s'est écroulé. J'ai envoyé 150 € la semaine dernière, non. J'envoie encore 100 maintenant pour compléter. On se voit à 21 h. Laisse la porte de l'appart ouverte, j'arrive vite. Et d'après ce que j'ai compris dans les conversations que j'ai fait défiler vers le haut, Maxime était complètement fauché. Et devinez qui finançait la vie de ce type depuis des mois. Elle photographiait le reçu du virement bancaire instantané et l'envoyait avec un message affectueux. 80 € par-ci, 100 par-là, 150 pour des courses. Une fois 300 d'un coup. Avec la légende pour ton loyer mon amour. Reste tranquille, je m'occupe de TOI. Rien que sur les 3 derniers mois, les montants s'accumulaient de façon vertigineuse. Tout cela venant de mes heures supplémentaires, de ma fatigue visuelle devant les écrans, de mon stress accumulé. 2, 3. J'ai remis l'appareil exactement au même endroit où il était, dans la même position, sur le plan de travail, dans le silence assourdissant de l'appartement que je pensais être mon foyer. J'avais été pris pour un idiot, un naïf, un mari complaisant qui paie les factures de l'amant de sa propre femme, attendant le moment parfait. Peut-être quand elle serait vulnérable ou quand j'aurais plus d'avantages légaux, ou quand je pourrais l'exposer devant toute la famille. Parfait. Je ne donne pas de seconde chance à qui trahit ma confiance. Je ne crois pas en l'opportunité de s'expliquer quand les preuves sont accablantes. J'étais dans la cuisine en train de finir de préparer les pâtes. J'avais repris mon calme après qu'elle m'ait envoyé un message disant qu'elle rentrait. Je voulais que ça paraisse normal. Je voulais qu'elle baisse complètement sa garde pour retrouver Maxime à 21 h, comme elle l'avait prévu. Elle a enroulé sa fourchette dans les pâtes, l'a portée à sa bouche, a mâché, a bu une gorgée de vin, a fait un petit bruit d'approbation. Ensuite, elle m'a regardé à nouveau, trouvant mon silence étrange, et a viré littéralement au blanc, comme si tout le sang avait quitté son visage d'un coup. Tu as touché à mon téléphone? Tu n'avais pas ce droit, Adrien. C'est une violation de la vie privée. C'est illégal. Tu as perdu le droit de parler de l'égalité quand tu m'as traité d'imbécile et de bête de somme dans tes messages, quand tu as écrit que je travaille comme un forçat et que je ne me doute de rien. Quand tu as transféré plus de 2000 € de mon argent pour soi-disant un coach sportif. Alors que c'était pour financer la vie d'un autre, pendant que je travaillais 10 heures par jour pour payer tes factures. Tu es fou. Tu déformes tout. Maxime est juste un ami. Ces virements étaient des prêts pour dépanner. Il traversait des difficultés financières et j'ai voulu aider. Le masque de victime ne prenait pas. Elle a changé de stratégie rapidement. Il me comprend comme une femme en a besoin. Tu ne parles pas comme ça de lui. Tu ne connais pas Maxime. Il est plus homme que tu ne le seras jamais. Tu es un robot, Adrien. Un robot à tableau Excel qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas être affectueux. Qui ne sait pas faire en sorte qu'une femme se sente spéciale. Tu es froid, distant, méthodique. Vivre avec toi, c'est comme vivre avec une machine. Sais-tu ce que je pense, Cécile? Je pense que tu n'aimes pas Maxime. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Peut-être que tu ne l'as jamais su. Ce que tu aimes, c'est le confort. Tu aimes ne pas avoir à travailler. Tu aimes te réveiller à 11 h du matin et rester sur ton portable toute la journée. Tu aimes la carte bancaire sans plafond. Tu aimes la vie de madame entretenue par un naïf pendant que tu joues à la romance avec un type sans le sou. C'est ce que tu es. Une personne qui utilise les autres, utilisant un autre profiteur comme divertissement. Et le divertissement est terminé maintenant. Adrien, qu'est-ce que tu fais,
arrête ça, tu es devenu fou? Une épouse est une partenaire, une épouse est une compagne, une épouse est quelqu'un qui construit ensemble, qui soutient, qui respecte. Tu as vécu à mes crochets pendant 4 ans en me faisant croire autre chose. Tu n'as plus ta place ici. Tu veux contester? Engage un avocat. Ah, attends, tu n'as pas d'argent. Tu n'as que le mien, ou plutôt. Tu n'en as plus. J'ai transféré tout le solde restant vers mon compte personnel. Elle a essayé de m'embrasser, s'est jetée sur moi, a agrippé ma chemise. Adrien, on peut surmonter ça. On peut voir un thérapeute de couple. Je changerai. Je te jure que je changerai. Elle est venue derrière moi pieds nus, désespérée, le maquillage coulé, les cheveux ébouriffés. À moins que tu ne veuilles descendre et faire un scandale devant les voisins de la résidence. Maintenant, assume les conséquences de tes choix. Et savez-vous ce qui est le plus étrange? Je pensais que j'allais ressentir de la douleur. Je pensais que la mettre dehors allait me détruire de l'intérieur, que j'allais pleurer, désespérer, peut-être même revenir en arrière et la supplier de rester. Au contraire, c'était comme si je pouvais enfin respirer vraiment après des années d'apnée. C'est quoi ça? Quand tu raconteras à ta mère, à tes amis, à qui voudra l'entendre, que je suis un monstre cruel qui t'a mise à la porte sans aucune raison, quand tu iras pleurer dans tes stories Instagram en jouant la victime. J'aurai des preuves documentées de la réalité des faits. Le masque de victime est tombé définitivement, révélant le visage froid et calculateur en dessous. J'ai déposé les 3 valises sur le palier, près de l'ascenseur. Les portes se sont fermées. J'ai contacté maître François Delcourt, spécialiste en droit de la famille, un avocat qui m'avait déjà conseillé pour des questions juridiques liées à l'entreprise. J'ai montré les éléments, expliqué toute la situation en détail. Ceci constitue des éléments sérieux pour établir les torts exclusifs dans le cadre du divorce. Cela simplifie la procédure concernant les prétentions financières. Avec ce dossier, elle aura beaucoup de mal à obtenir une prestation compensatoire. Au contraire, selon les circonstances. Cela joue en votre faveur, a expliqué maître Delcourt. 40 mètres carrés, ou peut-être moins, un studio qui sert de salon et de chambre, une salle de bain minuscule, une kitchenette où tient à peine une personne. Maxime, d'après ce que j'ai su par des bruits de couloir, a eu la plus grande frayeur de sa vie quand il a découvert que la source de revenus s'était tarie pour de bon. Sans les virements généreux de Cécile, il n'a pas réussi à payer son loyer. Ils ont dû quitter leur logement assez rapidement. Cécile a essayé de m'appeler 3 fois la première semaine. J'ai bloqué son numéro. Elle a envoyé un long email demandant pardon et implorant une seconde chance. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message via LinkedIn, le seul canal qui restait ouvert. Je l'ai bloqué là aussi. Elle a demandé à des amis communs d'intercéder pour elle, d'envoyer des messages, d'essayer d'adoucir mon cœur. La procédure de divorce est en cours au tribunal judiciaire. Maître Delcourt dit que le jugement devrait être rendu dans quelques mois, car elle n'a pas les moyens de faire traîner les choses avec une défense coûteuse. J'ai retiré absolument tout ce qui rappelait sa présence. Les cadres qu'elle avait choisis, les bibelots qu'elle avait achetés, les plantes vertes qu'elle avait abandonnées. J'ai fait repeindre tous les murs d'une couleur différente, un gris perle moderne et épuré. J'ai acheté de nouveaux meubles, un canapé design, du nouveau linge de lit. J'ai commencé à mieux manger, à mieux dormir, à prendre soin de moi. C'est trop tôt pour quoi que ce soit de sérieux. Mais il y a une collègue de travail d'un autre service, Pauline, ingénieure de production, avec qui j'ai sympathisé ces derniers temps. Elle est sérieuse, concentrée, intelligente, compétente, assume ses propres charges, et propriétaire de son appartement. Elle a sa propre voiture, une carrière solide construite par ses efforts. Nous apprenons à nous connaître petit à petit. Un café à la machine pendant la pause, un déjeuner au restaurant d'entreprise, une discussion dans le couloir. Nous échangeons des messages le soir sur des séries, des films, des livres. S'il y a une chose que j'ai apprise avec toute cette histoire, avec cette épreuve, cette humiliation, cette déloyauté, c'est ceci, respecter les signaux. Une personne intéressée, oisive, manipulatrice, qui cherchait une vie facile aux dépens d'autrui. Les signaux étaient tous là depuis le début. C'est moi qui n'ai pas voulu voir. C'est moi qui suis resté aveuglé par la peur de la solitude, par l'espoir que le mariage fonctionne, par l'orgueil de ne pas admettre que j'avais fait un mauvais choix. Ce qui compte,
ce n'est pas de ne jamais se tromper, c'est impossible. Ce qui compte, c'est de ne pas persister dans l'erreur quand on découvre enfin la vérité. C'est d'avoir le courage d'agir quand la réalité se révèle, aussi difficile soit-elle. Compte sécurisé, vie reprise en main. Si quelqu'un trahit ma confiance, je coupe les ponts. Sans hésitation. Si quelqu'un essaie de m'utiliser, je mets fin à la relation. Libre des gens qui t'utilisent, t'exploitent. Et qui rit encore dans ton dos, pensant que tu es un naïf. J'ai pensé à Cécile un instant. Pas avec nostalgie, plus jamais avec nostalgie. Peut-être avec une sorte de compassion distante, comme on pense à un inconnu qu'on voit en difficulté dans la rue. Et je vais aller de l'avant, en travaillant dans ce que j'aime, en évoluant professionnellement, en prenant soin de ma santé, en cultivant des amitiés véritables, peut-être en trouvant un amour réel, mature, réciproque. J'ai semé du travail honnête, de la dignité, du respect de soi et de la patience. Je récolte la tranquillité d'esprit, la liberté et la chance de recommencer. Et si vous traversez une situation similaire maintenant, si vous avez l'impression d'être exploité, si vous sentez au fond de vous que quelque chose ne colle pas, que les comptes de votre vie ne sont pas justes, qu'il y a quelque chose de faux qui se passe sous votre nez, je vous dis une chose. N'attendez pas le bon moment. Ne planifiez pas indéfiniment, n'ayez pas peur de la confrontation, du qu'en dira-t-on ou du jugement des autres. Agissez. Commentaire, parfois, la vie nous envoie des signaux difficiles que nous refusons de voir par peur du changement. Prendre conscience de sa propre valeur est la première étape vers une existence où le respect n'est pas négociable. Il n'est jamais égoïste de privilégier sa tranquillité d'esprit face à une relation qui épuise votre énergie. La véritable force réside dans la capacité à s'éloigner de ce qui ne contribue plus à votre épanouissement. La guérison commence au moment précis où vous décidez de prendre l'entière responsabilité de votre bonheur. Rappelez-vous qu'il vaut mieux avancer seul que mal accompagné, surtout par ceux qui ne vous estiment pas. Faites confiance à votre intuition, car elle connaît souvent la vérité avant que votre cœur ne soit prêt à l'accepter. Se reconstruire après une épreuve demande du temps, mais les fondations que vous créerez seront plus solides que jamais. Vous méritez des relations fondées sur le soutien mutuel, l'honnêteté et une bienveillance sincère. J'espère que ce partage vous inspirera à poser des limites saines et à choisir la voie de la dignité. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.